Bonsoir. L'idée d'une coalition des forces de l'opposition pour faire face au président de la République sortant, Paul Biya, lors de la présidentielle du 7 octobre continue son bonhomme de chemin. Les tractations se poursuivent entre certains candidats qui font de cette union la clé de voûte de l'alternance que beaucoup appellent de tout leur vœu. Mais avant, il faut briser les égos qui sont particulièrement surdimensionnés dans les rangs de l'opposition. Face à l'histoire, Gaga Aman Adi, Adamou Ndamdjoya, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Maurice Kamto, Akere Mouna, Joshua Ossi et Franklin Difford réussiront-ils à se mettre d'accord? À quelles conditions? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Nous sommes en direct sur www.canal2international.net. Gaga Manadi, bonsoir. Bonsoir, M. Brunet Taillé. Merci d'accepter notre invitation. C'est la deuxième fois que vous venez à cette émission. Ça fait exactement 1 an que vous êtes passé dans cette émission et nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Merci de fêter cet anniversaire. Très bien. Alors, vous êtes au cœur d'une vive polémique depuis une semaine, jour pour jour, à la suite de votre passage à l'émission 100% présidentielle sur la CRTV, où vous avez empêché une journaliste qui avait été invitée sur le plateau pour présenter une rubrique. Vous l'avez empêché de le faire. Que s'est-il passé, Gaga Manadi? D'abord, il fallait le dire au conditionnel. Oui. Vous l'auriez empêché. Parce que vous l'affirmez. Oui. Je n'ai empêché personne. D'abord, la CRTV ne m'appartient pas. Il y a le DG, il y a celui qui gérait l'émission. Comment voulez-vous qu'un invité empêche les titulaires de la maison de rester chez eux? Non, il y a une erreur voulue ou malvenue qui a été commise au premier chef par le DG Charles Ndongo. Expliquez-nous ça. Je vais vous expliquer, oui. Vous comprendrez, je crois que l'ambiance va retomber. J'étais, il y a certains qui ont fait leur tournée au Cameroun. Moi, je connais le Cameroun au bout des doigts, d'autres commencent à le connaître. Sur les 58 départements, je connais 53. Je les connais parfaitement. Et je vais vous parler, vous de l'Ouest. Je peux vous saluer en 6 langues de l'Ouest. On va y arriver peut-être, mais restons sur ce qui s'est passé sur la CRTV. Oui, oui. Vous étiez où? J'étais en Afrique occidentale. Et étant en Afrique occidentale, et ce jour-là, j'étais même à Abuja, quand Charles Ndongo, j'étais sur Rouming, m'a appelé. Et il me dit, on va rendre public la liste des candidats retenus et nous avons choisi que vous et le ministre Famé Ndongo ouvriez le bal. Pour moi, c'était un honneur. 1, d'être invité le premier jour. 2, être invité avec le candidat qui est en place mais qui ne saurait venir compte tenu de son statut de président de la République. Ndongo n'est pas candidat. Non, mais il est venu pour le candidat Biya. Il n'est pas venu pour lui-même. Sinon, je lui aurais dit de sortir. Alors donc, j'étais invité pour être en face à face avec le ministère de Ndongo. Le nom m'a été donné et j'ai dit d'accord. Je reviens et je serai là. Mais mes conditions, vous observez, Gaga ne vous dit pas jamais dans des débats, surtout là où on se tripe, on s'insulte, ce n'est pas ma nature. Alors donc, il a dit non, je vous connais. Vous serez seulement avec le ministre Famé Ndongo que vous connaissez très bien. J'ai dit très bien. Je reviens de l'aéroport. Je passe chez moi rien que pour me changer et direction CRTV. À mon arrivée, je trouve le ministre Famé Ndongo assis, on se connaît très bien, depuis au moins 40 ans. On se salue. Et je trouve 2 autres personnes que je connais plus ou moins bien. Oui. Et après, on m'a dit, c'est tel monsieur, ou Abbé Bouraka, ou je ne sais pas quoi.
Et Sambaka. Voilà, Sambaka. Oui. Bon, et ça me dit d'ailleurs son titre. De l'UDC, oui. Non, je le vois parfois dans les débats, mais je n'ai pas retenu ce qu'il est ni ce qu'il fait. Et on me dit, celui-ci, c'est le maire de Buea. Comme nous allons parler des problèmes de la crise anglophone et que vous y avez été, nous avons estimé utile de l'associer. Oui. J'ai dit, j'accepte à titre exceptionnel le maire de Buea parce qu'il est au front. Mais ce n'était pas convenu. Par contre, le deuxième, c'est non. Et ils étaient obligés de prendre note dans la mesure où mon contrat verbal téléphonique avec le DG Charles Nongo n'avait pas prévu tous ces cas-là. Et il n'y a surtout dans cette année électorale, cette période électorale, il n'est pas question de procéder par surprise. Donc, j'ai fait mes observations et j'ai vu appeler les deux autres personnes et on m'a laissé avec le ministre Kwame Nongo. Donc, on a éconduit le maire de Buea et puis... le mot, on les a fait sortir. Et conduire, c'était un mot péjoratif. Bon, alors, nous sommes restés. Et à un moment donné, on nous dit, maintenant que vous entrez en salle, allez vous faire badigeonner, etc., etc. Nous sommes allés sur le plateau. Nous y avons trouvé, déjà installé, Robert Bina, que je connais très bien. Kwame Nongo est à sa droite, comme il remplaçait le chef de l'État. Il fallait bien qu'il soit à la droite, sinon c'est mon petit frère, il devait être plutôt à sa gauche. Bon, et c'était parfait. Et on a déclenché les débats. Nous nous sommes mis à échanger poliment, correctement, sous la direction de Robert Bina. Après peut-être 30 minutes, je vois et je sens la présence humaine avec un habit jaune comme celui que je portais. Je ne me suis pas retourné parce que je ne voulais pas me distraire. Mais je ne savais pas qui c'était. Si c'était une femme, si c'était un homme, si c'était un journaliste, je n'en savais rien et je n'ai pas voulu me détourner. Mais mon instinct a pensé que c'était le représentant de l'UDC qu'on avait transformé en femme pour me tromper. Voilà c'est à quoi j'ai pensé. Transformé en femme. Oui, c'est transformé, non pas ce que vous savez, mais on a dû substituer une femme à sa place. C'est ça à quoi j'avais pensé. Bon, j'ai dit, Monsieur Bina, qui est cette personne? Sans la regarder. Aujourd'hui encore, je la rencontre, je ne peux pas la reconnaître. Et justement, Aimé Robert Bina a essayé de vous expliquer ce qui justifiait la présence. Il m'a dit non, elle s'occupe, nous sommes à l'heure du numérique, elle s'occupe des réactions des téléspectateurs. C'est là où c'est devenu grave. J'ai dit, mais comment? Elle est venue d'abord avec du retard. Elle est en train d'écrire des appels fictifs et qu'elle va lire en disant s'il s'agit d'un nordiste, on va dire Amadou ou bien s'il s'agit de quelqu'un du sud, Bondo a appelé, si c'est à l'ouest. Oui, mais là, c'est de la susceptibilité. Non, c'est pas, c'est la prudence. C'est la période de la prudence et c'est ma nature d'être prudent. Donc, j'ai dit, ça ne marche pas. Ce n'était pas prévu. Et puis, commentaire, même si c'était prévu, c'était à Robert Bina de le faire. Ou bien, c'était à côté de Robert Bina qu'elle devait aller s'installer pour montrer qu'elle était de la CRTV. Mais elle était collée à ma gauche là. J'ai dit non, ça ne marche pas, je ne peux pas accepter. Alors, et après, c'est Robert Bina qui l'a prié de se retirer. Je ne lui ai pas adressé un mot, elle est vivante. Oui, mais il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, excusez-moi, puisque vous avez menacé de quitter le plateau si la dame ne sort pas. La menace, c'est avec armes. Oui, je n'étais pas oui mais vous avez dit, je sors de ce plateau si la dame ne quitte pas. Vous étiez là. Moi, j'ai regardé la vidéo. Mais la vidéo, pas la télé. Oui. Alors, donc, le montage existe, vous connaissez ce qui se passe en ce moment avec les réseaux sociaux. En tout cas, c'est Robert Bina qui l'a
invité à partir. Je ne lui ai pas adressé un seul mot. Et je ne pouvais pas lui adresser, et je ne pouvais pas accepter l'intrusion d'une tierce personne qui n'était pas prévue à notre convention avec Charles Nongo. Et elle s'est retirée. Elle n'a même pas dit un mot pendant qu'elle était assise et jusqu'à son départ. Vous n'avez pas permis qu'elle dise le moindre mot. Puisqu'elle venait présenter une rubrique, vous n'avez pas permis qu'elle présente sa rubrique. Est-ce qu'il y avait un registre de permission là-dedans? J'ai dit à Bina, je ne me suis pas adressé à elle. J'ai dit, ce n'était pas prévu. Alors, quand vous dites que vous avez pensé qu'on vous piégeait, oui, qui aurait intérêt à vous piéger dans une telle émission? Mais vous, là où vous êtes, si vous voulez, vous pouvez me piéger. Mais c'est à moi de détecter et d'être prudent. Mais je vous dis, on n'avait pas prévu. Charles Nongo, quand on me parlait avec lui d'Abuja, il n'avait pas dit que ni Sam quelque chose là, devait venir. Sambaka, je vais garder ce nom. Ni Sambaka devait venir, ni encore moins le maire de Buea, ni encore moins, doublement moins, qu'il y aurait une journaliste énième de la maison. Ce n'était pas dit. Et puis, votre habitude, vous prévenez vos invités des conditions dans lesquelles l'émission va se dérouler. Vous jouez à la transparence. Est-ce que vous savez et non à l'occultation. Oui. Est-ce que vous remarquez quand même que vous avez une attitude au moins peu élégante envers la dame? Je vous dis, je ne sais même pas si c'était un homme ou une dame. Je ne l'ai pas regardé. C'est vous qui Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez une attitude peu élégante envers cette personne, qu'elle soit une dame ou pas? Je vous dis que je ne l'ai pas regardé. Je n'ai parlé qu'à Robert Bina. Donc, élégante, je ne sais pas. Il ne faut pas sortir des mots déplacés. Maintenant, vous allez dire que je suis inélégant en parlant du mot déplacé. Je parlais à Robert Bina, qui était le maître du jeu. Je n'ai pas adressé un seul mot à cette dame. Mais j'ai demandé, mais qui est cette personne? À Robert Bina. Et c'est là où il m'a dit, non, nous sommes à l'heure du numérique, etc. Voilà donc comment ça s'est passé. Et vous demandez à la dame, invitez-la. Elle vous dira qu'elle va confirmer tout ce que j'ai dit. Et je ne lui ai adressé aucun mot, ni poli, ni impoli. Donc vraiment, je crois que c'est là où je me demande s'il n'y avait pas un piège. Et le piège ayant raté, on a monté ça en épingle pour dire Garga est un tyran. C'est lui qui a écrit ça, il ne connaît même pas l'origine du mot tyran. Alors justement, vous êtes au courant quand même que l'opinion est extrêmement remontée contre vous. Moi, j'ai vu un journal qui a titré Gaga Amaladi, ce tyran. D'autres parlent il a des problèmes avec la CONAC. Laissez-moi finir. D'autres parlent de vous comme de quelqu'un qui est extrêmement misogyne et tout ça là. C'est pas moi. On a dit les musulmans sont misogynes. Oui, et il faut même un parallèle entre vos origines Peul et bête, tout ça. Ce qui est absurde. Comment, à cause de la conduite d'un individu, on élargit cela à une ethnie? Vous savez, les Peuls, ils sont dans 24 pays en Afrique. Et à une religion. C'est l'une des deux grandes religions du monde. Et à cause d'un individu, même si j'avais commis une faute, il n'y a pas matière à faire cela. Nous ne sommes pas là où il y a la radio de 1000 collines. Et ça, sans qu'on le sache, ça m'a soulevé c'est-à-dire le Grand Nord s'est senti blessé par ce que les gens racontaient ici. Et je crois que ça va m'ajouter énormément de voix à cause de la bêtise de la CRTV. Il y a au moins une attitude au moins tyrannique de votre part. Quand vous arrivez sur un plateau, vous connaissez le sens du mot tyran. Ça vient de la Grèce antique. Oui, quand vous arrivez sur un plateau, vous imposez vos règles, vous dites je ne discute pas avec elle, je discute avec elle. Et tout quand j'étais à Abuja, capitale du Nigeria, ce n'est pas sur le plateau. C'est dit, vous, même ce matin, on s'en est parlé au téléphone. Je vous ai dit, ne jouez pas encore au Malin, etc. Donc, c'était joué d'avance. Je ne viens pas pour venir
Je ne suis pas un amateur. Avez-vous appelé la journaliste qui s'appelle Cathy Toulou Elanga? Est-ce que vous lui avez passé un coup de fil au moins, pour lui présenter des excuses? Quelle excuse? C'est Bina et Charles Ndongo qui doivent s'excuser. Mais je vous dis, s'il y a une faute, c'est Charles Ndongo en tête et Bina en deuxième. Bina en deuxième, mais vraiment très loin. Mais c'est Charles Ndongo qui a violé notre entente. Et s'il y a des excuses, c'est Charles Ndongo qui doit les lui présenter. Moi, je vous dis, je ne l'ai même pas vu. Et puis, je demande, mais dans ces cas, à vous, maintenant, je peux vous demander de m'excuser parce que je suis habillé en bleu. Donc, vous, il ne faut pas faire un mélange de genres. Oui. Mais je crois qu'il y avait des idées préconçues. Oui. Comment picorer Garga? Malheureusement, je ne suis pas un grain et aucune poule ne va me picorer. Attends, des idées préconçues par qui? Expliquez-moi un peu ça. Mais vous, c'est très intelligent. Et le verbe picorer, vous le connaissez. Oui. Alors donc, à partir de là, je vous connais très intelligent, ne vous faites pas... Parce que je vois beaucoup de susceptibilité de votre part, Gaga Manadi. C'est-à-dire, je ne suis pas susceptible. S'il y a un qui n'est pas susceptible dans ce pays, je compte parmi les... Parce que depuis le début de cet entretien, vous voyez le complot un peu partout. Vous dites, je suis piégé. Pourquoi est-ce qu'on vous... Non, je ne suis quand même pas l'autre qui a écrit un livre sur la permanence du complot, qui dit au président, je ne suis pas celui-là. Oui. Je ne vois aucun complot, mais quand on fixe les règles, qu'il s'agisse du commerce, qu'il s'agisse du transport, je tiens à ce que chacun respecte ses engagements. J'y tiens et j'y tiendrai. Et puis, cette personne-là, c'est une tierce personne par rapport à mon entente avec Charles Ndongo. Inviter Charles Ndongo, ou bien j'aurais souhaité que cette dame soit invitée. Et puis, qu'elle vous dise ce qui s'est passé. Et on dit, il faut aller vous demander des excuses. Est-ce qu'on demande des excuses quand on n'a pas commis de faute? Je ne connais pas cette règle de conduite. On a observé quand même que cette fille s'est sentie humiliée, les journalistes même... C'est de la part de sa hiérarchie. Oui. C'est sa hiérarchie qui s'est trompée. Elle serait restée même dans la cabine d'où elle est sortie et elle ne serait pas venue à côté de moi. Et je me demande d'ailleurs pourquoi elle s'est assise à côté de moi au lieu d'aller s'asseoir à côté de Bina. C'est comme ça que l'émission avait été conçue. L'émission est conçue. Pourquoi il n'y a pas maintenant une troisième personne de Canal 2 ici qui reste à côté de moi? Non, il ne faut pas. Personne n'est petit dans ce pays et je suis parmi les Camerounais qui connaissent bien ce pays, et y compris ses habitudes, bonnes ou mauvaises. Donc, en tout cas, cette polémique arrive quand même à un mauvais moment. Bon temps. Un mauvais moment. Non, à bon temps, parce qu'elle m'a fait de la publicité. Période pré-électorale. Et tout ce que je lis n'est absolument pas en votre faveur. Il y en a qui m'ont même reproché de vous inviter dans cette émission. Qu'on devrait faire un blackout total de tout ce que vous faites. Si on fait un blackout, Gaga va mourir. Je serai élu. Faites un blackout et vous verrez que je serai élu. Maintenant, même ça a déjà monté ma cote. Non. Vous croyez vraiment? Mais je ne crois pas. Je n'ai jamais été appelé autant que ces derniers jours pour que les gens apprécient ma manière de vous parler. Et puis, le lendemain, j'ai appelé Charles Ndongo. Oui. Je n'appelle pas la fille, je ne la connais pas. J'ai appelé Charles Ndongo, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait là? Et on s'est parlé. Et quand je lui ai dit, j'ai suspecté que vous ayez substitué cette personne à l'autre que vous avez, à celui de Sambaka. Que vous avez pensé que... Il m'a dit, c'est maintenant que je comprends votre attitude. Parce qu'effectivement, il y avait de quoi. Sambaka était là. Pourquoi on l'a fait venir? Pour rien. Puisque nous étions entendus que je ne serais qu'avec le ministre Famé Ndongo. Et je ne vois pas. Pourquoi exigez-vous de ne discuter qu'avec le ministre Famé Ndongo? Je ne discute pas. Ça aurait pu être vous, mais dès que nous nous entendons, c'est avec celui-là. Et rien qu'avec celui-là. Mais une fois qu'on s'entend, pourquoi s'entendre s'il faut violer les règles de cette entente?
Non. On ne va pas s'éterniser sur cette affaire. Vous maintenez que vous ne demandez pas, vous ne présentez pas des excuses à Mais soyons intelligents. Dans ce cas, je vais m'excuser parce que le verre est plein là-bas. Je ne la connais pas. Je ne lui ai pas adressé un mot. Je demande quelle excuse. C'est comme si vous lui demandez elle aussi de s'excuser auprès de moi. Je ne lui ai rien fait, elle ne m'a rien fait. Qui va s'excuser auprès de personne? Personne ne doit des excuses à l'autre. Ni elle à moi, ni moi à elle. Voilà, on en reste là, on revient tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, je vous propose de faire plus ample connaissance avec notre invité, Gaga Manadji, Etche Homo. Voici l'homme, c'est une signature de Samuel Loé. Quand on dit j'ai démissionné parce qu'on m'a retiré le contrôle de l'État, c'est faux. En décembre 1991, je propose que le contrôle de l'État soit détaché de la fonction publique. Et en avril 1992, on accepte et on remet le contrôle de l'État à sa place. C'est pour ça que je n'ai pas mis 2 ans au gouvernement, mais il y en a qui pensent que j'ai mis 10 ans, parce que tellement j'étais actif. Je suis M. Garga Manadji, je suis de Maroua. Je suis né le 27 janvier 1944. J'ai fait mes études primaires à l'école principale de Maroua, secondaire au collège devenu lycée de Garoua, supérieur à l'université de Yaoundé et de Poitiers et à l'ENAM. Il y avait un sous-préfet à Karaï qu'on venait de créer, qu'ils ont affecté comme sous-préfet de police, mais ils avaient oublié de le remplacer. J'avais 18 ans. Et le préfet décide, non pas par décret présidentiel ou je ne sais quoi, par arrêté préfectoral de me nommer sous-préfet par intérim de Karaï à 18 ans. Quand les jeunes me disent qu'ils sont fatigués, je suis surpris que moi, je me lançais un défi d'abord de ne jamais venir au travail. Après le personnel, je dois venir avant. Il n'accepte pas être interviewé par n'importe quel journaliste. Plusieurs fois, j'ai voulu lui envoyer d'autres journalistes des mutations. Il m'a dit, Monsieur Boyom, si ce n'est pas vous, je n'accepte pas. Donc, il est extrêmement rigoureux sur ces points-là. Ça fait que lorsque vous travaillez avec lui, vous finissez par vous rendre compte que c'est un modèle. C'est quelqu'un qui a été éduqué d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui a une vision. Le président Aïdjo décide de m'envoyer directeur comptable et financier à la Sonnelle. Il y avait un autre qui était pressenti. Et on a dit à Aïdjo, celui-ci ne tiendra pas tête aux Français et aux Bamileke ingénieurs qui sont là-bas. Il n'y a que Garga. Je vous répète ce qu'on a dit à Aïdjo. Et Aïdjo dit dans ce cas, envoyez Garga. Et les Bamileke dont on parlait, c'était les Dakaï, Kamga, les Niat, les Boubda, et tous ingénieurs centraliens. Et je suis resté 8 ans directeur comptable et financier. Et l'année la pire de ma gestion, nous avions eu 2 milliards de bénéfices. Toutes les autres années, nous n'avons jamais manqué 4 milliards de bénéfices. Au départ, le barrage de Songloulou était prévu pour 4 groupes, 4 turbines. Et Niat, qui était très attaché à moi, on va ensemble à Songloulou. Le barrage en terre était terminé et au milieu du barrage, M. Niat me dit, M. Garga, vous voyez la largeur de ce fleuve.
vous voyez le barrage, la longueur du barrage. Et nous allons construire seulement 4 groupes. Passons à 8 groupes. Nous étions 2. Et nous avions décidé de passer de 4 à 8 groupes sans consulter le moindre ministre. Et les financements que nous avions demandé et obtenus couvraient justement 8 groupes. Si vous êtes aujourd'hui en délestage, que vous n'avez pas eu ce délestage un peu plus tôt, c'est grâce à Niat, à son idée de passer de 4 à 8 groupes de sa propre initiative et à la réalisation du barrage de Songou. Il y a un petit mais je ne sais pas pardonner. Et les voleurs de l'État, je préfère qu'on me vole mon argent que celui de l'État. J'entends certains dire que c'est des prisons politiques. Il n'y a aucun prisonnier politique au Cameroun. Même ceux qui le réclament, je peux sortir ce qu'ils ont volé. C'est bien beau de dire je suis un prisonnier politique. Mais pour le dire, il ne fallait pas voler. S'il y a un qu'on peut mettre en prison, par exemple, pour des raisons politiques, ça aurait pu être moi ou Froudi. J'ai été aux élections contre mon grand frère, bien. Je n'écris pas pour rien. J'écris pour les autres, pour attirer l'attention des autres et pour que les autres me prennent un peu plus au sérieux. Mais je vois, on dit tel est intellectuel. Dites-moi ce qu'il a produit. J'ai vu le quartier en bien et en mal, parce qu'il y a des endroits qui sont propres, il y a des endroits où on a carrément construit sur la route. Je l'ai porté à la connaissance du délégué du gouvernement, Antoine, M. Chimi. Il m'a dit qu'il viendrait s'en occuper, mais ça commence à tarder et les gens continuent d'écrire, de construire sur la route. J'aime cette musique. Retour dans ce studio pour la suite de la grande interview avec notre invité Gaga Aman Adi. Abordons à présent votre candidature. Vous êtes officiellement candidat pour la présidentielle du 7 octobre prochain. C'est votre 3e participation à l'élection présidentielle après 2004-2011. Alors pourquoi êtes-vous encore candidat cette année? Je ne sais pas. Une telle question ne devait pas provenir de vous. Oui. La question devait être posée au président de la République. Comment ça? Mais ça fait 35 ans, 36 ans qu'il est là. Et vous ne demandez pas pourquoi il se représente? Oui, quand je vais le Moi recevoir, qui n'ai jamais été au palais de l'unité comme président, parce que je suis à la 3e tentative, vous même en sport, soit en hauteur, soit en longueur, lancer de poids, il y a toujours 3 tentatives. Et puis, le problème, quand on ne réussit pas, on dit, le président lui-même, il a dit, il ne suffit pas de réussir pour persévérer, ni de, vous pouvez continuer, parce que sinon on va dire, je réussis ces leçons. Et puis, quand vous allez à la Coupe du Monde, mais combien de fois le Cameroun a gagné la Coupe du Monde? 0 fois. Mais le Cameroun continue d'y aller. Mais moi aussi, je tiens à gagner cette élection. Et je la gagnerai. Mais vos scores sont quand même, excusez-moi, ne sont pas quand même assez valeureux. Vous n'avez jamais réussi à faire 4%. Par quelle alchimie allez-vous réussir finalement à gagner cette élection? Très bien. Je n'ai pas 4%. C'est bien. Oui. En général, c'est 3%. Nous étions 23. Oui. Mais j'étais 3e. Imaginez les scores
des 20 qui étaient derrière moi. Oui, mais comparez-vous au Il premier. dit 0,0. Et quand on est fatigué d'écrire les zéros, on ajoute, on dessine et puis on abandonne. Mais moi, arriver troisième, n'être pas riche, n'être pas voleur, mais tout le mérite est à moi, et je dirais même à moi seul. Quand aussi j'étais président de la République, je ne sais pas à quel rang je me placerais, pas premier, devant le premier. Est-ce que votre activité d'homme politique, Gaga Manadi, se réduit à participer aux élections? Parce que pendant les 7 dernières années, on ne vous a pas beaucoup vu sur le terrain et subitement, vous apparaissez pour annoncer votre candidature. Est-ce que vous êtes un homme politique juste pour participer aux élections présidentielles? Non, mon activité politique, c'est d'abord une activité éducative. Oui. Quand vous prenez mon livre, Ainsi pourrait devenir notre pays, votre livre programme, le gouvernement est en train de piquer dans ce livre pour sortir des lois. Dernièrement, on a demandé que les délégués du personnel élisent parmi eux un membre qui sera membre du conseil d'administration. Ça vient de mon livre sur le chapitre « L'intéressement et la participation ». Et j'ai dit quelque part, Karl Marx eut-il pensé à cette autre alternative que le monde ne se serait pas divisé en deux blocs, ni qu'il se serait livré à la construction des armes de destruction massive. Et parce que le Capital, l'œuvre de Karl Marx, avait fait une distinction en disant que les capitalistes exploitent ce qui n'ont que leur force de travail. C'est bien l'exploitation de l'homme par l'homme. Or, moi, j'ai dit dans ce livre-là que si on valorise le travail et on convertit une partie du travail en valeur monétaire, ça peut constituer à un moment donné, pour X ou pour Y, une part du capital. Ça peut être une action, mais il est déjà actionnaire. Ça s'appelle la participation. L'intéressement, à partir du moment où, quand on va distribuer les bénéfices, vous aurez une part des bénéfices, vous êtes intéressé à l'activité de l'entreprise. La participation et l'intéressement, qui était d'ailleurs cher également au général de Gaulle. Alors, donc, le gouvernement a pris ça et s'en est servi. Et aujourd'hui, il y a des délégués du personnel qui sont actionnaires, qui sont membres du conseil, qui touchent les mêmes jetons de présence que ce Garga. Vous avez entendu parler de l'enseignement d'emprunt obligataire. Depuis l'ordonnance 62 OF4 du 7 février 62, personne n'a jamais pensé, à travers le régime financier du Cameroun, à parler des emprunts obligataires. Je l'ai dans mon programme, mais j'ai dit, il est assorti de 4 conditions. Et on ne les a pas respectées, on a lancé et ça a créé une tension de trésorerie en ce moment. On parlera de votre programme, mais restons sur l'activité de l'homme politique. Parce que l'une des choses qu'on vous reproche, c'est de n'apparaître que lorsqu'il y a des élections et pendant tout le reste du temps, vous laissez le champ politique aux autres. Pendant qu'on a vu les Kawala, les Frundi, Kamto, Olivier Billet, tout ça, battre le macadam pour un certain nombre de revendications qui concernent le quotidien des Camerounais, on ne vous voit pas et vous apparaissez uniquement pour les élections. D'où ma question, est-ce que vous faites de la politique uniquement pour participer aux élections? Je ne sais pas danser la danse de fou. Et auquel vous faites allusion. Malgré leur danse endiablée, ou bien leur riposte, ou bien l'occlusion des routes auxquelles ils procèdent, ils sont classés tous derrière moi, tous. Et ils continuent à l'être. Par conséquent, il ne s'agit pas de s'agiter, il s'agit de réfléchir. Que doit-on faire pour le pays? De quoi le pays a-t-il besoin? Et moi, j'ai recensé tout. Et aujourd'hui, on me dit comment on peut enrichir le Cameroun. J'ai déjà mes tuyaux. Mais si j'étais en train de danser au Carrefour, au Dja, ou je ne sais où on a arrosé les gens avec de l'eau qui fait gratter,
je ne serais pas parvenu à l'emploi auquel sont confrontés les jeunes. Mais moi, j'ai déjà des solutions. Ceux qui s'agitent et qui sont classés derrière moi, ils ne peuvent pas résoudre un seul problème d'emploi. Or, moi, j'ai dans une de mes brochures et j'écris beaucoup. Et je suis à mon 8e livre. Donc, j'ai dit que je suis écrivain. Donc, la vie n'est pas faite que de politique. La vie doit être multidimensionnelle. Je ne veux pas être un homme unidimensionnel selon les livres d'un des auteurs des années 70. Oui. Je suis un homme de dimension plurielle. Vous me parlez de la préfectorale, je réponds oui, je m'y connais. Vous me parlez de la sécurité nationale, je réponds, je m'y connais. Vous me parlez de la gestion comptable, financière, bancaire, ressources humaines, je m'y connais. Les 6 JP, c'est moi qui les fais. Oui. Etc., etc. Donc, les autres, ils s'agitent, ils cherchent une occupation. Moi, l'occupation est dans mon cerveau et elle est productive. Ce n'est pas pour aller remuer la poussière et puis se faire attirer la sympathie ou l'antipathie des autres que je fais la politique. Oui. Je la fais pour construire le Cameroun. Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, a récemment renoncé à se représenter en 2020 et il a invité son compatriote Bédié à faire de même et, disait-il, céder la place à des gens beaucoup plus jeunes. C'est beau ça, non? C'est pas beau. Vous insistez sur les jeunes. J'ai des collaborateurs jeunes. Oui. Mais quand je leur donne du travail, ils sont contents d'apprendre. Et je vous signale, à l'heure où je parle, il y a 25 entre ministres et directeurs généraux formés par moi ou passés par moi qui sont en activité. Ministre ou directeur général. Dites-moi un peu, Ganga Maladi, vous avez dans un pays comme le nôtre, le président de la République, 85 ans, son premier ministre, il a un peu plus de 70 ans, le président du Sénat, plus de 80 ans, ainsi de suite, dans un pays où environ 60% de la population est jeune, c'est quand même un peu gênant, non? Mais non, dans ce cas, c'est vous les jeunes qui n'êtes pas sérieux. Qui les a votés? Puisque la population jeune est majoritaire et qu'ils se retrouvent avec une majorité après l'élection. Ce n'est quand même pas les 4% ou les 3% de ce que vous appelez vieillards après 85 ans qui les ont votés. C'est les jeunes qui les ont votés. Ouais. Et puis, après tout, votre papa, il est plus âgé que vous. Mais vous n'allez pas le tuer parce que vous êtes jeune et qu'il est fatigué. Non. C'est l'intelligence qui compte. Ce n'est pas l'âge. Sinon, allez à la maternité, prenez le bébé si c'est proportionnel à l'âge. Est-ce que vous avez quand même remarqué que vos égaux, par exemple, John Frundi, il a renoncé, il n'a pas attendu Ouattara pour le faire, il a cédé la place à Joshua aussi. Il ne reste plus que Bia, Ndamjoya et vous-même qui continuez de vous accrocher. À quand la retraite? D'abord, je ne sais pas dans quelles conditions Frundi a lâché le parti. J'ai été le directeur de campagne de Frundi en 92. Oui. Et nous étions élus. C'est ce qu'on appelle stolen victory. Tout à fait. Victoire volée. Oui. Nous avions gagné. En 92, oui. 92. Et on dit qu'il a lâché. Je sais qu'il était, s'il fallait même lâcher, le cacique du ISF, ça s'appelle Mbandam. Ce n'est pas Joshua aussi. Il est venu, je ne sais d'où, on m'a dit qu'il est suisse. Bon, d'autres disent qu'il a double nationalité. Le troisième dit qu'il travaillait à Suisse et il a le jet service qu'il loue les Camerounais en Suisse. Chacun dit ce qu'il veut. Et pourquoi Frundi a lâché le parti? Pourquoi? Lui et Joshua, ils savent. Mais je suis sûr, Frundi c'est un ami, on cause. Mais c'est un domaine où il ne va pas me dire la vérité. Mais ce n'est pas un lâchage gratuit. Vous voulez dire qu'il a lâché à contre-cœur? Ce n'est pas à contre-cœur, en tout cas c'est négocié. Oui. Sinon c'est Mbandam qui devait le remplacer. Il n'y a pas un SDF qui a construit le parti, plus que Mbandam. Mais Joshua, il est venu avant-hier.
Il est venu avant-hier, mais j'ai appris qu'il est milliardaire. Bon, d'où il est assis, ne parlons pas de lui, puisqu'il n'est pas là. Alors, en ce moment, il y a... Oui. Paul Biya aussi n'est pas là, oui. mais on parlait de lui. En ce moment, il y a une idée qui fait beaucoup de bruit dans l'opinion à propos de la présidentielle du 7 octobre prochain. C'est l'idée d'une coalition des forces de l'opposition pour faire face au président Biya. Alors, est-ce que c'est une idée à laquelle vous êtes ouvert? Mes chers amis, je crois que les Camerounais, ils sont toujours en retard sur tous les événements. Prenez ainsi pourrait devenir notre pays. Oui. Vous trouvez la forme de l'État. C'est que les anglophones demandent. Oui. Depuis 2004, moi, j'ai des solutions dans ainsi pourrait devenir oui. notre pays. On va en parler. Je sais que vous êtes pour la décentralisation avec, en réduisant le nombre de régions. Décentralisation politique et non administrative. Tout à fait. On va en parler. Parce qu'il y a une partie... oui. Je réponds à votre question. Allez-y, Président. Donc, vous dites que... quelle était même la question? Oui, c'est-à-dire l'idée d'une coalition de l'opposition. L'idée d'une coalition. Oui. Vous prenez ainsi pourrait devenir notre pays. Moi, j'ai choisi un système uninominal à la présidentielle à 2 tours. Oui. Dès que vous adoptez ce système, au 2e tour, si au 1er tour, personne n'arrive à réunir la majorité absolue plus une voix, vous passez obligatoirement au 2e tour, quitte à ce que chacune des parties prenantes se mette derrière l'un des 2 premiers. Vous auriez fait ça, vous n'auriez pas besoin de la recherche du candidat unique. Et en l'absence justement d'une élection à 2 tours, est-ce que l'idée d'une candidature unique de l'opposition ou alors d'une coalition de certaines forces de l'opposition vous séduit? Non, d'abord, c'est une idée à laquelle je n'arrive pas à m'adapter. Oui. On vous dit, faisons tout pour avoir une élection à 2 tours. Et forcément, il y aura un de l'opposition qui serait au 2e tour. Si il n'y a personne qui gagne la majorité absolue. Ils n'ont pas voulu. Et quand tout a démarré, ils s'agitent à Douala en disant il faut qu'on s'entende. Mais je suis d'accord, il faut s'entendre. Mais qui va s'entendre avec qui? Ceux-là qui ont refusé les 2 tours, c'est ceux-là que vous voulez qu'ils s'entendent aujourd'hui. On se connaît dans ce pays. Et d'ailleurs, j'ai suivi ce qu'Elim Bilobe disait l'autre jour. Il est allé même me voir. J'ai dit, mon cher ami, s'il y a un qui sait faire les statistiques électorales au Cameroun, tu es parmi les premiers. Mais vérifie toi-même la possibilité et qu'est-ce qu'il faut recommander pour que l'opposition s'unisse. Et puis, l'opposition, si elle devait s'unir, on devait veiller à ce qu'il y ait un pays où il n'y a que 2 partis. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, ce problème ne se pose pas. Parce que la formation même du système politique oblige à qu'il n'y ait que 2 partis. Ici, non seulement le parti, c'est comme le marché du Fundi. Chacun peut créer un parti, mais encore, ici, les gens veulent la majorité relative. Tu peux avoir 12% et être président de la République. Or, pour être président, pour être vraiment gérer le pays comme il se doit, il faut avoir une majorité derrière soi. Or, ce n'est pas le cas au Cameroun. En 92, malgré l'inversion des résultats, mais c'était à 39% que le président était devenu président. Tout à fait. Donc, 39 par rapport à 51 ou à 50 plus une voix, vous voyez que la majorité est de l'autre côté. Donc pour vous, là, il se pose un problème de légitimité. Et c'est pour ça que la fonction présidentielle est en train de se dégrader à tel point que n'importe quel bouilloule croit qu'elle peut être président de la République. Vous êtes 8. Cabral Liby, que vous connaissez très bien, a proposé, il était assis exactement là où vous êtes aujourd'hui, il a proposé l'idée, une idée qui vient de lui, que les 8 candidats se retrouvent et choisissent parmi eux celui qui pourrait les représenter face au candidat Biya. Pourquoi doivent-ils se réunir? Cabral Liby, c'est un jeune que j'admire, non pas
pour la politique. En politique, nous ne voyons que dalle. Hein? Mais c'est un gars brillant. Et il me rend souvent visite. Et on se connaît, je ne dis pas de nos causeries. Oui. Mais qu'il rejoigne pour montrer sa bonne volonté. Qu'il choisisse le président bien, le Gargag, qu'il vienne d'abord pour montrer sa bonne volonté. Peut-être les autres suivront. Mais dire, il faut que l'opposition s'unisse. Il faut que l'opposition s'unisse. C'est facile à dire. Le tout n'est pas de le dire, mais de le réussir. Et qu'est-ce qui empêche? Mais c'est le moi. Oui. Le moi. Les égos. L'ego, pas les égos. Oui. L'ego. Oui. C'est ça qui est à la base de ça. Et il y en a qui sont là, non pas pour devenir président, mais pour qu'on sache qu'ils existent. Vous demandez à quelqu'un, quel est le haut du bilan? Comment analysez-vous? Il ne connaît pas. Comment est la rémunération de fonctionnaires? Comment se passe? Il ne connaît pas. Le budget d'investissement, c'est quoi? Il ne connaît pas. Et avec ça, vous dites qu'il va devenir président de la République. Quelle République? Donc, quand il y a des gens comme ça, tu discutes avec eux pour obtenir quoi? Il ne faut pas que, parce qu'on veut absolument se regrouper, même s'il faut se regrouper pour aller échouer, tu prends du n'importe quoi. Il faut respecter le pays, il faut respecter les Camerounais. Les Camerounais, c'est un peuple intelligent et travailleur. Mais il manque les gens pour l'orienter, pour le faire travailler. Que j'entende qu'il y a du chômage au Cameroun, je suis écœuré. C'est un pays qui n'est pas créé pour avoir du chômage, je vous le dis. Est-ce qu'avec une opposition atomisée, il y a des chances quand même qu'on ait l'alternance dans ce pays lors des prochaines élections? Ça dépendra des électeurs. Oui. Si les électeurs sont fatigués, nous devenons comme dans un système de monarchie héréditaire. 36 ans, toi tu es né, quand le président, enfin tu avais peut-être 3 ans ou 5 ans, quand le président, c'est toujours le même. Et là, il y a même politique. J'ai fait Sciences Po. Oui. On peut faire une analyse. Là où il y a l'alternance et où les mandats ne dépassent pas 2, au maximum 50 fois 2, oui, le pays se développe beaucoup plus vite. Mais si vous tournez avec la même roue et vous atteignez la chambre aérienne qui pète et le pays, c'est ce qui arrive en ce moment. Le Cameroun est en train de se déchirer de toutes parts parce que l'autorité de l'État est laminée. Et elle ne peut pas se rétablir tant que nous ne procédons pas à l'alternance. C'est aux électeurs de comprendre cela et de choisir la voie du développement du Cameroun et non l'argent. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Si je ne soutiens pas le régime en place, je perdrai mes avantages. Et toi, tu auras quel avantage tant que ce régime existe? Rien, sauf interviewer M. Garga. Est-ce que vous redoutez quand même les fraudes électorales lors de cette présidentielle? Parce que certains partis politiques commencent à en parler déjà. Non, les fraudes électorales, tout dépend de la conscience des hommes. Si Elekam fait correctement son travail, et ce que je voulais, c'est que Elekam s'occupe des élections de A à Z, des inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats. Comment voulez-vous qu'un organe procède aux inscriptions des gens et après la fermeture des bureaux de vote, on le met de côté. Oui. On remet l'administration préfectorale ancien système. Où est donc la démocratie? Et ensuite, Elekam ne se sent pas responsable des résultats, puisqu'elle ne peut pas jurer qu'il ne s'est pas passé de magouille aux commissions départementales, aux commissions communales de supervision, où se tisse toute la gamme de banditisme électoral. C'est-à-dire, si des Camerounais, je crois qu'il y a quelque chose, je ne veux pas venir à la religion, on dit que l'État est laïque, mais nous manquons de foi. Et je crois que c'est l'une des raisons pour que qui explique que le Cameroun est en train d'aller toujours vers le bas. Parce que nous devons être honnêtes.
laisser les choses aller aux méritants et non détourner aussi bien les voix du peuple, c'est-à-dire violer la volonté du peuple ou bien voler l'argent du peuple. Même le président Biya, il ne veut plus de la présidence. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il est contraint, forcé. J'ai suivi à Bangaté, mon grand frère de Sultan, dire de gré ou de force, il sera candidat. Oui, mais il a son libre arbitre. Il a son libre arbitre. Au niveau du droit, oui. Le président, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel devait refuser ça. Il dit l'appel du peuple, la dernière fois. Oui. C'est-à-dire qu'il n'en veut pas, c'est le peuple qui l'oblige. Si vous êtes obligé, est-ce que vous allez vous consacrer à 100% à satisfaire le peuple? Vous n'en voulez pas. Et on persiste et on signe. Le président, c'est que les gens ne savent pas. Ce président-là, il peut quitter le pouvoir. Je vous jure, ce sera jamais malheureux. Non pas parce qu'il a volé, il n'a pas volé. Ou bien à ma connaissance. Oui. Mais des gens comme moi, des gens comme certains de ses collaborateurs, comme certains Camerounais même, qui n'ont même rien à voir avec la fonction publique, on s'occupera de Biya, il ne sera jamais malheureux. Et il faut se rappeler ce que Obama avait dit à Addis Abeba. Oui. Tous les chefs de l'État étaient assis. Obama est venu, un jeune noir beau, qui commande la puissance, la première puissance mondiale. Oui. Et il dit aux chefs d'État africains, mes chers amis, pourquoi vous vous accrochez au pouvoir? Faites tout pour qu'il y ait alternance dans vos pays. Que les mandats présidentiels ne soient pas excessivement longs. Et après avoir construit, vous serez heureux d'admirer votre œuvre. Moi, c'est à quoi j'aspire. C'est qu'après la fin de mon deuxième mandat, je vais faire le tour du monde. Et dernièrement, il était au Kenya, il est partout. Oui. Et il est consulté par ses... Même ses pairs le consultent. Il est respecté et respectable. Donc, il faut que les gens comprennent en Afrique que le système de la monarchie absolue a été balayé depuis juillet 1789. Il faut que les Africains comprennent que s'accrocher au pouvoir n'a aucun sens. Parce que la tête, ce que vous avez en tête, ça s'épuise au bout de 8 ans, 10 ans maximum. Le reste, vous êtes là, vous ne faites que le figurant. Ce que vous n'avez pas pu faire en 4 ans. L'autre jour, j'ai dit là où on m'avait invité que la CONAC ne vaut rien. Parce qu'après 11 ans, nous n'arrivons pas à arrêter la corruption. Ça veut dire que nos substances, notre matière grise, ou est incapable, ou elle est épuisée. C'est la même chose pour le pouvoir politique. Démissionner donc. Qui? Vous. Mais moi, je ne suis pas le président de la CONAC. Je n'ai même pas... On va là-bas comme à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est par session. C'est par session. Nous sommes les membres du comité de coordination. Comme l'Assemblée se réunit 2 fois par an, nous nous réunissons 1 fois par mois. Et parfois, on se réunit avec des dossiers très maigres. Et vous avez toujours quelques coca et puis... Non, moi, le président m'a demandé de ne pas démissionner. Oui. Et je lui ai donné ma parole. Le jour où il m'a nommé, on consulte rarement les gens. Moi, il m'avait fait dire par une personne qui m'entend en ce moment, qui lui est très proche, qui lui reste très proche, je ne sais pas pour combien de temps. Et je lui ai dit, dis-lui, je ne veux pas démissionner. Je suis quand même un peu gêné, pardonnez-moi, non, gêné, Gaga Manadi, lorsque vous dites que le président Biya n'en veut plus après 36 ans de pouvoir, pourtant il reste là. Mais pourquoi il ne renoncerait pas si tant est qu'il ne le veut pas comme vous le prétendez? Bon, montrez-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il le veut? Il est candidat. Non. Être candidat, Olivier Billet, Garga Manage, tout le monde est candidat. Ça devient un jeu. Mais on a dit contraint et forcé. La contrainte supprime ce qu'on appelle en droit l'élément moral. C'est-à-dire, il est là. Vous voulez dire qu'il serait otage de ces... Il est otage des opportunistes, de ceux qui croient qu'après lui,
ils n'auront plus rien. Et qu'ils oublient qu'il y a d'autres qui aimeraient aussi participer à la gestion de ce pays. Ce pays doit être géré par tout le monde et à tour de rôle. Mais à tour de rôle, selon la volonté et les convictions du peuple. Oui. Mais on oblige un monsieur qui a 85 ans. On lui dit, tu es resté. On lui dit, il ne doit pas partir. Parfois, quand il revient à l'avion, là, on fait des observations, regardez, il attrape la rampe. J'entends tout ça. Et je le connais un peu. Je sais que c'est un monsieur qui a le sens de l'honneur. Et on est en train de briser son honneur. À sa place, ils ne vont quand même pas le pendre s'il ne se présente pas. Oui. Ou bien, s'il démissionne après. Voilà, ce qui signifie qu'il a son libre arbitre. Il peut préparer sa succession et rester tranquille. Le président Aïjo, qui a confondu le code du travail avec la fonction présidentielle, approchant de 60 ans, c'est-à-dire la durée pour être mis à la retraite, il a cru qu'il rêvait du code du travail et il a démissionné, il est parti. Mais le président, lui, même si le code a prévu des prolongations, le président commence à durer. Et puis, plus ça dure, plus ce monsieur qu'on a connu, jeune, beau, actif, il est en train de perdre de sa superbe. Même des petits enfants disent, ah, le président, non, le président doit abandonner. Il doit abandonner. Et s'il veut, il veuille, il n'a qu'à mettre même son épouse. Ça ne me dit rien. Attention. Non, j'ai dit même. C'est du français que je parle et je le parle bien. Oui. Alors, il peut préparer sa succession, qui peut réussir ou qui peut échouer. Mais il est temps qu'il se libère des contraintes des Camerounais, des principes qui ne valent rien, et puis le transformer comme un homme de musée. Ça me gêne parce que ce monsieur-là, je sais qu'il a de l'affection pour moi. Mais je ne veux pas, à cause de ça, qu'il continue de jouer ce rôle de figurant ou de pièce de musée. Sortons de cette partie de l'émission je reste sur la question des élections. Le directeur général adjoint de Elections Cameroun a déclaré il y a quelques jours que des bureaux de vote seront maintenus dans les casernes militaires. Évidemment, il a utilisé un argument juridique pour dire que les casernes militaires sont des lieux publics, ouverts au public, et donc que juridiquement, il n'y avait aucun problème à ce qu'il y ait des bureaux de vote dans les casernes militaires. Vous, en tant qu'homme politique, avoir des bureaux de vote dans les casernes militaires, c'est normal? D'abord, un militaire est un citoyen. Oui. Le vote est citoyen. Oui. Ils ne vont pas voter là-bas parce qu'ils sont militaires. Ils votent parce qu'ils sont comme vous et moi, des Camerounais. Tout à fait. On n'a pas à les emprisonner pour savoir qui a voté qui. On dit que le président est le chef des armées. Mais il est le chef, il doit être le chef légitime des armées. Tout à fait. Et non faire des armées des obligés pour le pouvoir en place. Je sais qu'il y a eu des enquêtes aux dernières élections. On a trouvé des bulletins pour certains candidats de l'opposition. On a ouvert des enquêtes pour retrouver quel soldat, quel militaire a osé voter pour l'opposition. Voter des gens qui ne sont pas du pouvoir. Donc, c'est d'abord un viol de la conscience du militaire. Ils sont obligés. Mais on les contraint, alors que celui qui est, je ne sais, au camp Yaya, qu'est-ce qui l'empêche d'aller voter avec des civils? Personne d'ailleurs ne saura qui a voté qui. Et s'il est fidèle au régime, où qu'il se trouve, il votera pour ce régime. Et s'il ne l'est pas, il peut même se faire malade, ou même froisser, ou mettre deux bulletins dans la même enveloppe. En clair, mais personne ne le saura, puisque c'est les militaires eux-mêmes qui gardent encore le bureau de vote des casernes. Depuis 1992, nous crions, et le premier à soulever, c'était Fouroundi. Oui. Mais ça sourde oreille. Et puis, quand on arrive à ce stade, c'est comme si on est à court de voix et qu'on dise,
ramassons un peu de voies militaires, là, on va peut-être arriver à compléter. Non, c'est ridicule. C'est consigner des êtres humains qui sont des Camerounais comme nous, qui ont les mêmes droits que nous, de les consigner à les forcer, à forcer moralement leur physique pour qu'ils ne votent que dans un sens. C'est une aberration. Et moi, si j'étais militaire, je ne voterais pas. On en reste là. Je vous propose, mesdames, messieurs, de prendre une petite pause. C'est 15 secondes, c'est pas long. Et nous revenons pour la dernière partie de cette émission avec notre invité, Gaga Aman Hadi, candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle au Cameroun. Vous dites, c'est votre dernière participation. C'est le dernier septennat auquel je participe. S'il y a des élections anticipées, je reste. D'accord. Je peux être candidat. Si ce n'est pas moi qui suis élu, mais rien n'explique que je ne serai pas élu. Oui. Sinon, je ne serai pas parti. Moi, je ne veux pas à l'aventure. Oui. S'il faut être connu, je crois qu'au Cameroun, on me connaît suffisamment et je m'en rends compte quand je me promène dans les rues. Et puis, je ne cherche pas à être candidat pour m'enrichir. Je n'ai pas besoin. Je ne suis pas né pour élever des buildings de 10 étages. Ça ne me dit rien. Je trouve même que c'est ridicule qu'on donne à sa vie le sens à travers un immeuble ou à travers une parade. Le pan, l'oiseau. Je fais ça. Mais ça l'a amené où il est toujours en cage. Donc, personnellement, je crois qu'on doit donner un sens à sa vie. Et la vie n'est pas faite pour qu'on s'échine à n'être que président de la République. Mais quand on se sent capable, et honnêtement, par rapport à tous ces candidats, je me sens capable de gérer ce pays. Oui. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, puisqu'on les a. Mais moi, quand vous parcourez mon CV, préfectoral, sécurité nationale, gestion bancaire, etc., finances publiques, vous êtes obligé de vous incliner. On va voir si on peut s'incliner également devant votre programme. Nous allons aborder à présent ce que vous proposez aux Camerounais pour cette élection du 7 octobre prochain. Commençons par la politique. Et l'actualité politique, c'est malheureusement la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le dernier développement, c'est la conférence des anglophones qui devait se tenir les 29 et 30 août 2018, organisée ou alors initiée par le cardinal Toumi et un certain nombre d'autres religieux. Cette conférence a été renvoyée en novembre, les 21 et 22 novembre. D'abord, sur l'initiative même du cardinal Christian Toumi, comment vous la jugez? Excellente initiative. Parce qu'il y a un point d'interrogation. Parce que le président a envoyé le Premier ministre, il m'a envoyé moi-même faire le tour. Tout à fait. Et les résultats de mes démarches à travers les 2 régions, auprès de toute personnalité politique, civile, que j'ai rencontrée, les gens ne détestent pas d'être au Cameroun. Mais c'est la méthode de les gérer qui les dégoûte. Il parlait de marginalisation et j'étais témoin. De Babadjou à Bamenda, j'ai mis 5 heures de temps pour faire 90 km. Ma voiture est basse, je ne sais. Oui. C'est inadmissible. Et comme par hasard, de l'autre côté, il parle une autre langue officielle. Il y a de quoi le dire. Ensuite, quand je suis parti, ils disent qu'ils sont méprisés. À cette date-là, il y avait un ministre du nord-ouest au gouvernement et un ministre du sud-ouest au gouvernement. Il n'y avait que 2, alors qu'il y a des départements qui ont 2, 3 ministres. C'est inadmissible. Et j'ai rendu compte. Quand le président m'envoie... Oui, effectivement, vous fûtes l'un des tout premiers hommes politiques à vous rendre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest il y a 2 ans, je crois, bientôt 2 ans. Voilà, et vous êtes revenu avec votre rapport, sauf que la crise
se poursuit, les tueries continuent. Ça veut dire que votre rapport n'a pas apporté grand-chose, non? Non, oui. C'est facile de critiquer. Si vous étiez là-bas, même les 4 points qui sont adoptés, on n'aurait pas adopté un seul. Parce que je ne sais pas comment vous les auriez formulés. Non, j'ai fait 5 propositions. Oui. Sur les 5, il y a une seule qui reste. Laquelle? Les anglophones voulaient soit la défense, soit l'AT, soit les finances. Le ministre l'AT, en ce moment, c'est un anglophone. Les anglophones disaient que le système éducatif est en train de les phagocyter. Le système éducatif, système français, est en train de les phagocyter. Ils aimeraient qu'il y ait quelqu'un qui les représente. Il y en a au ministère de l'Éducation. Ils ont dit qu'ils sont abandonnés. La route Babadjou-Babouza est construite. Et tout ce que j'ai proposé a été adopté, sauf une qui attend. Oui. On ne l'a pas rejeté. Ils veulent ce qu'ils appellent un joint committee, c'est-à-dire une réunion, genre tripartite. Oui. Ou ici, ça sera la bipartite. Avec, et ils disent l'ordre du jour doit être élaboré, séance tenante. Et donc que chacun vienne avec son ordre du jour. Et qu'on débatte point par point, on élimine ceci et on finira par trouver une entente qu'on peut appeler entente cordiale. Oui. Et à ce moment, les 5 points que j'ai proposés auront entièrement été satisfaits. Pour le moment, il reste cette commission-là. Et elle aura lieu. Et pourquoi j'apprécie ce que le cardinal Toumi a fait? Comment voulez-vous qu'on sache désigner qui ira à une telle réunion pour représenter les intérêts des anglophones? Il faut des critères. Oui. Sa réunion aurait pu avoir pour objet. C'était justement l'objet. Oui, c'était justement l'objet décliné par le cardinal Toumi, c'est-à-dire désigner ceux des anglophones qui les représenteront lorsqu'il y aura une espèce de conférence nationale. Il est le seul à le faire et à être accepté. Chief Moukete aurait pu le faire, mais spirituellement, le cardinal Toumi est au-dessus. Et je l'ai rencontré pour ça à Manfait. Nous avons discuté de 23h à 2h du matin à l'église de Manfait. Et il faut trouver une issue. Il est à la recherche d'une issue. Et certains disent de quel droit il le fait. Et eux, de quel droit ils le disent. Donc, l'initiative du cardinal Toumi, si elle aboutit, permettra aux gens de se rencontrer, de se parler, d'accepter ou de rejeter des propositions qui ne sont pas viables. Et c'est à l'avantage de tout le Cameroun et de tous les Camerounais. Au lieu d'apprendre que vers Calabar, nous avons des Camerounais là-bas, il faut cotiser pour les envoyer à manger, comme s'ils étaient des misérables. Ils n'ont jamais été des misérables. Mais ici, on fait comme s'il faut les appâter. Non, les francophones vous ont envoyé 3 milliards de la région d'Adamawa, 1 milliard pour le Sud. C'est pas ça. Dans cette initiative, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. S'il fallait que l'État fasse à ses responsabilités, nous devions avoir non pas un ministère des Affaires sociales, mais un ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale. C'est dans le cadre de la solidarité que le budget de l'État aurait prévu ce genre de choses, des catastrophes naturelles, des inondations ou ce genre de choses. Si je comprends bien, vous n'avez pas participé à la quête qui a été organisée pour venir en assistance aux anglophones. Je n'assiste pas, ils ne sont pas des malheureux. Oui. Et il ne faut pas les prendre pour des malheureux. Pour certains, peut-être, ils peuvent même penser que je suis plus malheureux qu'eux. Donc, je ne participe pas quand on veut ridiculiser quelqu'un ou quand on veut corrompre la conscience des gens. C'est une sorte de corruption de conscience. C'est inadmissible. Et puis, ils ne sont pas des... Mais le Sud-Ouest, le taux de croissance et le revenu par tête d'habitant au Sud-Ouest est parmi les plus élevés. L'extrême Nord, il est en dessous du seuil de la pauvreté. Mais est-ce qu'on a fait des cotisations pour leur amener des graines de maïs ou Non. Il faut que nous ayons un ministère de la solidarité nationale
Et cette solidarité, nous devons voir au niveau financier comment financer ce qui est imprévu. Les forces armées ont un budget. On n'a pas dit qu'il y aura une guerre. Mais en cas de guerre, il y a déjà quelque chose. Et cette solidarité nationale, le ministère qui en sera chargé aura toujours de quoi répondre. Je vois des dames à Douala qui apprennent à nager dans des cours. Non, c'est inadmissible. Donc, il y a des structures qu'il faut réformer, mais surtout l'esprit, la mentalité. Et être conscient, être consciencieux et être affectif, être solidaire des autres. Restons sur le plan politique et institutionnel. Dans votre livre programme Ainsi pourrait devenir notre pays, vous êtes favorable, s'agissant de la forme de l'État, à un État unitaire décentralisé, mais vous avez, disons-le, une originalité, réduire le nombre de régions. Pas d'autorité. Oui. Enfin, les régions sont au nombre de 10 aujourd'hui. 10 en ce moment, oui. C'est découpé par un individu qui s'est assis dans son bureau sans consulter qui que ce soit. Oui. Et j'ai dit dans mon livre, les régions peuvent, c'est-à-dire fusionner, si tel est leur désir, à la condition qu'il y ait un référendum. D'abord, que ces régions soient voisines. Oui. Deuxièmement, qu'il y ait un référendum et que ce référendum emporte dans chacun des États les 2/3 des votants pour que la fusion se fasse. Mais à la condition également que le nombre d'États ne descende pas en dessous de 4. Oui. Et j'ai prévu que Yaoundé reste comme Washington DC. Oui. Elle ne sera pas la capitale du centre. Amenez la capitale du centre à Bafia ou à Monatele, là où vous voulez, mais laissez la capitale nationale ici. Le centre, vous savez, ils n'ont pas de capitale. Allez à la sous-préfecture Loncac. C'est une vieille bâtisse depuis la colonisation. Mais où est le gouverneur du centre à Yaoundé? Parmi les ministres, il ne sait même pas où mettre le pied. Il est en train de s'incliner devant chaque individu qui passe, il croit que c'est un ministre. Non, il faut déplacer la capitale du centre, le Mbam ou la Léké, et ensuite laisser. Et ces États-là, j'ai dit, les anglophones veulent 2 étoiles. Oui. Le ciel en est une constellée. Pourquoi être avare pour leur refuser le retour à la 2e étoile au moins? Sinon même ajouter d'autres étoiles. Oui, mais le retour à 2 étoiles a un symbole, Gaga Manadi. Oui. Oui, donc ce serait... Enfin, ceux qui refusent ces 2 étoiles-là ne veulent pas revenir en arrière par rapport à l'histoire. S'ils reviennent, dites-moi ce qu'ils vont perdre. Rien. C'est un problème, on appelle ça en droit constitutionnel, la décentralisation politique. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un préfet qui dise à un maire ou un gouverneur qui dise à un maire ou le ministre Laté qui tient le chef le président du conseil régional parle à maison, soit disant une tutelle. Non, cette tutelle ne doit pas exister. Après tout, chacun aime que le sien soit bien. Dans nos concessions, nous n'avons pas de tutelle. Mais nous nous arrangeons à ce que chacun ait une maison décente, propre, etc. Les régions, c'est la même chose. Il faut accepter des régions politiquement décentralisées, non seulement administrativement décentralisées. Donc la tutelle de l'État, la tutelle régionale pèsera sur les communes. La tutelle de l'État ne doit pas aller asphyxier les régions. On les laisse responsables, surtout que le partage des responsabilités aura été établi. Oui. Le partage des ressources financières aura été établi. Les territoires auront été délimités. Et je crois qu'avec ça, nous pouvons nous encrocher. Et nous ne verrons aucun anglophone qui ira à Calabar.
Alors, on ne reviendra pas sur un certain nombre de propositions sur le plan politique que vous avez faites et qui sont déjà connues. Par exemple, vous voulez des élections à 2 tours, on en a parlé. Je pense avoir vu, pardonnez-moi si je me trompe, que vous souhaitez un poste de président de la République et de vice-président également. Exact. Voilà, je l'ai vu dans votre programme. Vous allez mettre fin au Sénat, parce que pour vous, ça ne sert à rien. Tant pis pour votre ami Ignat Difendi Marcel. Mais non, il n'est pas né pour ça. Ignat serait excellent. Avec Ignat, nous n'aurions jamais eu de délestage. Il est là où il est là. Il d'aucune utilité. Je connais ce monsieur. Voilà. Maintenant, parlons d'économie. Et dans votre livre-programme, vous dites que ainsi pourrait devenir notre pays, que le fondement philosophique de votre économie est humaniste et vous mettez un accent sur l'initiative privée. Exact. Oui. Oui. Alors, expliquez-nous ça. Mais d'abord, humaniste, oui. Je vous ai parlé de la participation et de l'intéressement. Tout à fait. C'est déjà rendre plus humain la possession du capital, l'accès d'autres citoyens, d'autres travailleurs, qu'ils aient l'accès au capital. Il ne faut pas qu'on institue des entreprises et puis on dit il n'y a que tel qui sera actionnaire. Ça, c'est l'aspect humaniste de la chose. Oui. Deuxièmement, toujours dans le domaine économique, mais la production. Donc, dès qu'on parle de l'économie, il y a 4 mots qui doivent venir. Production, résultat. Vous allez, la loi de l'offre et la demande. Oui. Ça doit venir. Mais il y a le problème de l'import-export. Si vous voulez importer, il faut que vous ayez des devises. Et pour avoir des devises, il faut que vous produisiez ce dont les autres ont besoin pour qu'ils achètent avec votre monnaie et vous achèterez avec leur monnaie. Mais aujourd'hui, en matière de devises, je m'excuse, je ne révèle aucun secret puisque je ne suis pas dans les secrets du Trésor. Le Fonds monétaire était passé ici. C'est pour qu'on demande qu'on nous prenne non pas l'argent, mais les devises. Si vous voulez importer des Toyota du Japon, nous n'avons plus de yens dans le compte d'opération. C'était à un moment donné, nous étions à 1 mois et demi de devises disponibles compte tenu de la masse, le volume de nos importations. Or, si vous ne produisez pas, vous ne vendez pas, vous n'êtes que des consommateurs, vous n'aurez plus de devises. Et ça, c'est un problème grave et auquel il faut se pencher. Les gens croient que c'est en faisant la bureaucratie qu'on résout le problème économique. C'est très bien la bureaucratie pour réfléchir, non pas seulement pour faire des statistiques, mais également pour conduire les gens, pour que l'impôt soit un impôt incitatif aux investissements et que la douane soit également protectrice de l'industrie locale. Alors, pour que le secteur privé s'épanouisse comme vous le souhaitez et joue son rôle véritable de moteur de développement et de croissance, il a besoin quand même de l'encadrement de l'État. L'État, ce qui appelle le moteur. Oui. C'est l'État le moteur. C'est l'État qui a le sens de l'initiative. Oui. C'est l'État qui analyse les besoins et les disponibilités en ressources de production. Prenons l'Est. Vous me donnez l'Est, je le développe au bout de 3 ans. Je suis choqué quand je rencontre les grumiers ou quand je vais au port de Douala ou à l'hôtel Sawa où je surplombe le bois qui est étalé là-bas. Oui. Ou même sans aller loin, aller à la sortie de Yaoundé à gauche. Vous verrez le bois qui est étalé. C'est presque comme si le COP21 finira par arrêter l'exploitation forestière. Oui. Ça sert à quoi aux gens de l'Est? Si ce bois qui part à l'étranger était transformé ici et on exportait le produit fini. Oui. Alors, et justement, dans votre livre, vous prévoyez des primes ou alors des réductions de taxes pour les entreprises qui transformeraient sur place. Oui. Je n'invente pas, ça existait. Oui. Le code des investissements
qu'on a abandonné avait prévu que si une entreprise a au moins 4000 employés camerounais, Absolument. cette entreprise, on lui baisse le taux d'impôt. Or, on a abandonné ça. Que vous ayez 3 employés ou 5000 employés, vous êtes à égalité. Où est donc la politique économique? La politique, c'est la réflexion pour inciter les gens à bien faire et à mieux faire. Je vous dis ce bois-là, si on le transformait dans le centre ou à l'est ou d'où il vient, vous savez, en ce moment, les étages que vous voyez en Europe ou ailleurs, les étages, c'est avec du béton. Oui. Mais le plafond, les cloisons, Le tout plancher. ça, c'est avec du bois. Le plancher, oui. Et ils en auront toujours besoin. Nous transformons, nous aussi, nous exportons. On n'est pas là condamné à importer des véhicules à distribuer aux officiels. Oui. Donc, l'industrialisation est indispensable. Mais pour qu'il y ait industrialisation, il faut qu'il y ait l'énergie. Depuis le temps que j'étais à la Sonnette, ça fait plus de 30 ans que j'ai quitté la Sonnette, nous avions le projet du barrage de Nachigal. Le barrage de Nachigal, sa capacité de produire est supérieure à celle de Songloulou. Déjà, Songloulou nous a permis d'électrification du centre, de l'ouest, du nord. Tout ça, c'est le petit barrage de Songloulou, ajouté avec 2 groupes qu'on a ajoutés à EDA pour en faire... Mais il y a tellement de barrages qu'on a fait ces dernières années. Mais c'est des petits barrages de quartier. Il n'y a pas un barrage qui répondrait à nos besoins autant que Nachigal. C'est simple. Nachigal est en amont de Songloulou. L'eau qui passerait à Nachigal, c'est la même eau qui va passer à Songloulou et c'est la même qui va tourner les turbines de Songloulou. Et pour que vous rentabilisiez Lompangar, c'est Nachigal. Parce que Lompangar, c'est un barrage réservoir. Oui. Pour qu'en période d'étiage, on lâche de l'eau qui vienne continuer à tourner les turbines. Lompangar, lâchant de l'eau, tourne les turbines de Nachigal et la même eau passe, tourne les turbines de Songloulou et d'Eder et vous aurez l'électricité pour tout le Cameroun. Mais je ne sais pas pour quelle raison. On ne peut pas. Moi, je ne suis pas ingénieur électricien, mais le bon sens suffit pour comprendre cette nécessité. J'entends qu'on est en train de faire le pont sur le Vouri. Vous savez, ce pont-là, un ingénieur que j'ai consulté les techniciens. Oui. Ils m'ont dit que l'argent qu'on a mis là peut construire l'équivalent de 3 de ce même pont. Ah oui. Alors, est-ce qu'on nous a trompés? Est-ce que nous nous sommes volés? Allez savoir. Donc, il nous faut industrialiser notre pays. Nous avons la matière première à industrialiser, le coton du Cameroun. J'ai calculé. Quand vous prenez le coton, vous le transformez en la SICAM. Le produit, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, que la SICAM produit sur une tonne de coton ici, comparé au coton brut exporté, mais c'est plus de 100 fois ce que ça nous rapporte. Et nous pouvons exporter les tissus, rien ne nous empêche, on n'est pas condamné à n'importer que on peut acheter les brevets d'invention hollandais pour les pailles ou pour les tissus de tel genre. Mais nous avons des fonctionnaires ou qui ne comprennent pas, ou qui ne veulent pas, ou des dirigeants qui sont limités, et à ce moment, on les balaye s'ils ne sont pas capables. Alors, l'un des principaux problèmes des PME au Cameroun, c'est l'accès au crédit. Et c'est valable pour les PME et valable même pour des individus qui voudraient lancer des initiatives qui pourraient rapporter des revenus, alors qu'on dit que nos banques sont sur liquide. Alors, quelle sera votre stratégie, candidat Gaga Manadi, pour faciliter l'accès au crédit pour les PME et même pour les individus qui voudraient entreprendre? C'est-à-dire, c'est un éternel recommencement. Oui. Nous avions un fonds de garantie de crédit. C'est-à-dire, l'État avait prévu un montant donné dans un établissement public
qui va donner des garanties bancaires aux banques qui prêtent aux entreprises fiables. On ne va quand même pas distribuer l'argent à des menteurs ou à des voleurs. Oui. Mais si, on appelle ça la faisabilité, si l'étude de faisabilité montre que cette entreprise est rentable, le fonds de garantie intervient et la banque va donner du crédit, elle est couverte. Elle sait que même s'il y a défaillance de ce côté, le fonds de garantie va lui rembourser ça. Donc, ce fonds de garantie qui a existé, qui a disparu, doit être restauré et mieux étudié pour mieux encadrer le crédit. Les banques ne peuvent pas, l'argent des banques, les gens ne savent pas. L'argent qui est dans les banques, ce n'est pas leur argent. C'est votre argent, le mien. Et on va et on a fait des calculs. Les dépôts, quel que soit le taux d'utilisation par les déposants, il en restera toujours. Et c'est cette rotation de ce qui reste et de ce qu'on verse à nouveau qu'on prête. Avec les remboursements, il y a toujours une ligne, une cote, ce qu'on appelle le taux, le TBC, le taux débiteur ou le taux créditeur, que la BEAC accorde aux banques commerciales. Et là, cette BEAC doit également revoir sa politique. C'est-à-dire, parce que l'argent qu'il donne aux banques, il y a une rémunération, je crois, de 0,75%. Oui. Et il faut donc encourager ces banques, mais pas les aventuriers. Il faut faire des banques solides. Et ce n'est pas difficile. Voilà l'African First Bank. De l'extérieur, nous croyons qu'elle se porte bien. La SCB, elle a été Crédit Lyonnais, devenue Société Camerounaise, maintenant Société Commerciale. Elle marche bien. La BICEC, même si on dit qu'on a volé l'argent, elle est encore là. Donc, voilà des choses. Même Orange, vous savez, pour Orange Money, Oui. on vous oblige à laisser 2000 francs en permanence au fond de votre téléphone. Ces 2000 francs-là, multipliés par le nombre d'abonnés qui utilisent la technique de Orange Money. Mais Orange est devenu multimilliardaire et ils sont en train de créer une banque en France d'Orange Money. C'est de 2000-là. Et vous ne pouvez pas les retirer puisque vous voulez tout le temps. Et la banque, gratuitement, sans rémunération des actionnaires, elle est en train de s'installer à Paris. Donc, nous n'avons pas de problème d'accorder des crédits, mais c'est un problème de réflexion, d'organisation, d'encadrement. Sur la question de l'emploi, vous regrettez que pendant longtemps, la création des emplois s'est presque limitée à la fonction publique, le fameux matricule. Oui. Alors, comment donc changer la donne aujourd'hui pour que les gens ne soient plus obsédés par l'idée d'avoir un matricule pour être fonctionnaire? Mais justement parce qu'il n'y a pas d'emploi ailleurs. Oui. Les emplois qui ont été créés, les 2500, les 3000, c'était de la politique politicienne. Vous prenez des gens, vous dites que vous avez créé des emplois, ils ne produisent rien. Si on avait créé des plantations dans le Mbam et on les met là, avec comme perspective, cette propriété deviendra la leur, cet argent ne serait pas perdu. Et puis, si les gens maintenant tiennent au matricule, parce que l'État est resté le seul employeur qu'on connaît, mais l'État doit plutôt industrialiser le pays et ces industries créeront des emplois et tout le monde aura où s'engager, qu'il s'agisse des comptables, des financiers, des maçons, des charpentiers, chacun aura du boulot, il y en a à revendre. Alors, sauf qu'aujourd'hui, on est tombé dans une dérive. Vous avez été ministre de la fonction publique. Le ministre des Finances vient de débusquer près de 40 000 faux fonctionnaires, des gens qui fraudent. On n'ose pas imaginer le nombre de milliards que cela fait perdre à la fonction publique depuis toutes ces années. Vous êtes vanté tout à l'heure d'avoir créé le CIGIPES. Le CIGIPES, semble-t-il, n'a pas toujours bien fonctionné. Hein? Non, vous savez, à la douane, il y a des applications qu'on appelle Sidonia, Ecosi, etc. Oui. Et CIGIPES, c'est pour la gestion de la paie.
tout ce que vous faites, vous dites que vous êtes à l'ère du numérique. Le numérique ne veut pas dire qu'il se surveille. Il faut des clés de contrôle pour que, quand tel événement se produit, qu'il y ait des gens qui analysent comment cela a évolué, pourquoi il y a un creux ou une pointe par là. C'est la même chose à la douane. On donne des exonérations à certains, ce qui est interdit. Et dans l'application Sidonia, c'est le nom qu'ils ont donné, et cette application enregistre depuis le connaissement jusqu'à l'arrivée dans les banques ou au trésor public. Mais les gens ne surveillent pas. S'ils surveillaient, pourquoi cette fois-ci il y a une montée ou une descente de la courbe? Ils auraient détecté très vite qu'il y a quelque chose et on remontait à la source de la cause. Et on aurait trouvé. C'est la même chose ici. C'est pas le Donc il y a eu beaucoup de laxisme pour vous? C'est même pas de laxisme, c'est un abandon de responsabilité. C'est pas compliqué. Si vous faites l'informatique, c'est pour faire vite marcher, c'est un appareil de logique, de calcul logique. Tout à fait. Et ça vous aide à aller vite. Et puis, ça vous permet, mais vous pouvez faire un programme qui vous permet d'extraire certaines données, ne serait-ce que pour vos contrôles. Mais quand on crée des inspections générales, par ici, par là, normalement, c'est le rôle des inspections générales ou des audits. Mais, non, si j'y pèse, non, si j'y pèse, non. Et si maintenant, le gestionnaire même de ces 6 JPS est un corrompu, le faux matricule, ce n'est pas les étrangers qui viennent de Bangui pour le faire. C'est les gestionnaires de 6 JPS. Si vous remontez à quelle date ce numéro a été créé, vous pouvez remonter et retrouver qui en est l'auteur. Vous le faites 2 ou 3 fois, après les gens vont dire, ah, ils vont me découvrir. Entre-temps, le type est à Kodengui. Pour finir, parlons de l'éducation, qui, dites-vous, connaît des problèmes graves. Quels sont-ils? Mais les problèmes graves, je sais que vous êtes le fils d'un milliardaire puisque vous venez de l'Ouest. Pas encore. Ah bon? Mais comment voulez-vous, moi, que je vous parle français aujourd'hui, s'il fallait que mon père, que j'ai perdu quand j'avais 8 ans, paya ma scolarité? C'était gratuit. L'ardoise, le cahier, c'était gratuit. Il faut tenir compte. Le général de Gaulle a dit, l'ambassadeur de France l'autre jour l'a répété, il n'y a pas de politique qui vaille sans tenir compte des réalités. Nos réalités sont telles que l'éducation, telle qu'elle est, ne peut pas fonctionner et faire des produits finis, corrects, bons pour la bonne consommation. L'éducation doit être repensée, tant au niveau des programmes qu'au niveau des aides à apporter à telle famille ou à telle... Parce qu'à notre temps, nous avions, à la fin de chaque année, des cérémonies de prix d'excellence, de prix de ceci. Mais ça encourage, ça crée une rivalité entre les élèves et chacun veut être parmi ceux qui auront ou le tableau d'honneur ou le prix d'excellence. Aujourd'hui, quand on le fait de manière politicienne. On donne des ordinateurs comme si les étudiants, ils sont en train de les vendre à l'avenue Kennedy, je vous apprends. Et pourquoi donner des ordinateurs alors que le tableau noir que vous avez, chaque élève n'a pas de tableau noir qu'on lui donne. Il est commun. On peut aussi construire des centres cybernétiques et chacun y va et ils sont jeunes et ils s'y connaissent. Il y a aussi un problème des infrastructures. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de voir notamment dans la partie septentrionale du pays, à l'est également, des enfants qui s'assoient par terre dans des huttes qui leur servent de salle de classe pour prendre les cours. Ça, c'est l'irresponsabilité des responsables. Il y a un budget de l'État chaque année. Le ministre concerné, peut-être ils ont volé
l'argent destiné soit à la construction, je crois que c'est autour de 18 millions la classe, soit que le nombre, les politiciens veulent se faire voir. Je vois, on porte des banques, on amène tel politicien a remis tant de banques. Oui. Ce n'est pas leur rôle. Micro-projet parlementaire. Ce n'est pas leur rôle, c'est l'État qui doit faire ça. En le faisant, ils sont en train de rendre l'État irresponsable. Ce n'est pas leur rôle. S'ils veulent aider les gens, qu'ils le donnent à une vieille femme une machine à coudre ou bien une brouette pour le maçon. Mais ils vous appellent, vous, la télé. Le député tel aujourd'hui a distribué des banques. Je n'en ai jamais distribué. Et je n'en distribue. L'État doit faire son travail. C'est le travail de l'État et la gratuité de l'éducation doit être donnée par paliers successifs et quitte à ce que ça aille en descendant. Et trouver des critères de mérite pour dire celui-ci mérite ceci. On l'aide. Mais on va, dans les universités de cette année, le chef de l'État a décidé de leur donner chacun un ordinateur. Alors qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle le software, le hardware, l'Excel, le Word. On leur donne ça, ils portent ça comme un panier de manioc. Non, il faut réfléchir, être surtout honnête dans ce qu'on fait et viser des objectifs et non distribuer à la volée sans objectif. Dernière chose, la lutte contre la corruption, c'est un grand chantier. Tel que les choses fonctionnent aujourd'hui, vous-même vous l'avez reconnu, oui. Il y a toujours la corruption malgré la CONAC. Voilà, ça fait 11 ans que vous y êtes. Qu'est-ce que vous apporterez de plus pour que la lutte contre la corruption soit beaucoup plus efficace? D'abord, vous savez, oui. On m'appelle pêcheur de baleines. Oui, oui. Pourquoi? Parce que quand j'étais patron du contrôle de l'IGERA oui. et ensuite du contrôle supérieur de l'État, j'avais des textes qui me permettaient de punir ceux qui portent atteinte à la fortune publique. J'avais des textes qui me permettaient de le faire et j'ai sanctionné sérieusement, y compris des grands. Et le président ne m'a jamais dit de ne pas les sanctionner. L'un d'eux était même son camarade de classe. Et j'ai dit, celui-ci, il ne doit plus jamais exercer un service public. Et le président a approuvé. Pourtant, c'est son camarade de classe. Il n'avait pas toléré que son camarade de classe, à qui il a confié une importante responsabilité, se permette de se vouer au détournement des deniers publics. Donc, la CONAC n'a aucun texte qui lui permette de sanctionner. Mais un texte pour aller prendre des frais de mission, aller en mission avec des véhicules de l'État qu'on casse parfois, et ensuite, on revient avec le rapport. Nous avons envoyé le rapport à la présidence. Et vous attendez. Oui. C'est quoi? Et qui va là-bas? Parfois, le gars qui est destinataire du rapport n'a même pas la moitié même de votre niveau. Il est à la présidence. La présidence, c'est un mur. Ce n'est pas un réservoir de cerveau. Alors, avec ça, la CONAC ne peut rien. Si la CONAC pouvait agir, moi j'ai agi. Oui. Parce que le texte me le permettait. Et j'avais réussi. Comment celui qui a réussi hier peut-il être incapable de réussir? Parce que sur le plan légal, il est obligé de se conformer au texte. Il n'y a pas d'abus à faire. Et la CONAC manque justement ce texte-là. Si on l'a relié même au TCS, envoyer le rapport au TCS, oui. Ça aurait pu suffire. Donc cela fait partie de ce que vous allez changer dans la manière de lutter contre la corruption au Cameroun, si vous arriviez aux affaires. Ce n'est pas au cours d'une interview qu'on réfléchit. Oui. Quand on réfléchit, c'est approfondi, on voit les contours, le contenu, les zigzags qui peuvent survenir, les failles, tout ça, on réfléchit. Et une fois que c'est fait, on lance l'opération. Et je suis sûr que la corruption va disparaître. Pensez-vous, Gaga Amanadi, que vous pouvez faire mieux que le président Paul Biya? Et je ne sais pas, le mieux là, c'est dans quel domaine? Tout. Dans la manière de gérer, dans la manière de gérer le pays. Qu'est-ce que vous avez de plus que lui j'ai 10 enfants. Oui.
J'ai plus d'enfance que lui, donc Non, j'ai fait mieux. je parle dans la gestion des affaires de la République. Vous voulez prendre sa place? Pensez-vous que vous pouvez faire mieux que lui? Nous ne sommes pas de même gabarit. Oui. Le président Béa a 85 ans. Il ne peut pas être mon père, mais si on lui ajoutait quelques années, il serait mon père. Oui. Vous comprenez? Oui. Bon. Il a fait. Il ne peut plus inventer. Ce qu'il a fait depuis 36 ans, ou il a réussi ou il n'a pas réussi. S'il a réussi, tant mieux, c'est déjà clos. S'il n'a pas réussi, ce n'est pas maintenant qu'il va redémarrer pour réussir. Donc, c'est une perte de temps. Et moi, avec moins d'âge, et peut-être même plus d'expérience, parce que lui, il n'a pas été cadre d'exécution. Il est revenu en 62. Dès son retour, il était chargé d'études, chef de division à la présidence. Mais moi, j'ai commencé au bas de l'échelle. Secrétariat du préfet, commissaire adjoint, commissaire spécial, sous-directeur, directeur et secrétaire général, ministre, directeur général de banque, directeur comptable et financier. J'ai quand même un background beaucoup plus étoffé, beaucoup plus diversifié et l'expérience est vaste. Mais lui, là où il est, c'est la sagesse. C'est le fait d'avoir, chez nous on dit, quiconque, d'ailleurs les Français le disent, quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Il en a vu de toutes les couleurs et il en a retenu. Maintenant, parmi ce qu'il a retenu, quelle partie peut-il utiliser pour faire voler le Cameroun? Plus rien. Plus rien. Il a tout vu. Oui. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Word, Excel, plein de choses. Je sais que vous êtes sur WhatsApp, mais je ne vous ai pas encore vu sur Twitter. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il vous arrive de tweeter quand même? Non, d'abord, comme comment s'appelle le président américain? Depuis qu'il travaille sur le Twitter, on croit que c'est le bout du monde. Oui. Non. Non, mais celui que vous appelez votre grand frère, c'est-à-dire Paul Biya, il a tweeté sa candidature, c'était un tweet. Ça veut dire qu'il est très en avant de vous par rapport à vous. C'est un de ses collaborateurs qui l'a fait. Ah oui? C'est pas lui. C'est pas lui? C'est pas lui. Ah. Moi, j'utilise le WhatsApp, comme vous dites. Oui. Et vous pouvez fouiller, vous pouvez trouver. Mais c'est pour le moment, quand vous prenez les petits ordinateurs Galaxy, oui, vous trouvez des données pour les jeux d'enfants. Ce n'est pas pour les grands. Et puis tweeter, c'est comme si vous tapiez à la machine qui a été remplacée par le TSF, télégraphie sans fil, pour les SMS. Vous comprenez? Ce n'est pas un miracle que quelqu'un tape sur une machine, mais personne n'a fabriqué. Ça fait plus moderne quand même, non? Mais quand on veut faire le griot, tweeter c'est quoi? Une décision qui créerait une usine à Nangaï Boko, ou bien à Bombang ou à Lomé, serait 1000 fois plus apprécié que de tweeter. Le chef de l'État a tweeté. Son discours cette année, il a dit c'est la génération Android. Oui. C'est les gens qui font les discours. Ce n'est pas son affaire, ce n'est pas sa période. Oui. Merci Gagaman. Adi, nous allons rapidement présenter la bibliographie de cette émission. Commençons par cet ouvrage que je vous conseille, Urbain Olangena Awono, Urgence d'un nouveau pacte républicain et social, rêve d'avenir pour le Cameroun. J'ai adoré ce livre. Je vous le conseille. Ah, très bien. Et le jour où je suis président, je le libère dans le mois qui suit. Ben, il va être content de vous écouter. Il y a son compagnon, Jean-Marie Atambara, qui fait déjà, il est à 10 ans d'emprisonnement ferme déjà. Attendez, vous parlez de Atangana Mebara. C'est aussi un ami. Voilà. Je le libère lui aussi. Si, 3 mois, je le libère. Ils seront bien contents de vous écouter. C'est la vérité, on se connaît très bien. Voici un ouvrage qui m'a particulièrement aidé à préparer cette émission et connaître votre pensée politique. Gaga Amanadi, toutes mes félicitations. Gaga Amanadi, ainsi pourrait devenir notre pays, publié en 2014.
2004, 2004 et qui est encore d'une étonnante actualité. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, ainsi pourrait devenir notre pays, c'est le livre-programme de Gaga Amanadi qui rassemble tous les aspects, publié en 2004 mais qui est d'une étonnante actualité. Qui est maintenant subdivisé en 3 volumes parce que c'est qu'il y a des Camerounais qui sont paresseux. Oui, oui. Alors, il y a 3 volumes, une vision humaniste de la politique, oui. Et pour un confort social et un bien-être culturel, et pour une économie humaniste. Les 3 parties du livre sont réduites à ça. Oui. C'est lui qui ne veut pas de l'économie, qui ne comprend rien à rien. Il passe à la culture s'il le veut. Très bien. Alors, cet autre ouvrage, Gaga Amanadi, Prémémoire d'un homme public, c'est un ouvrage entretien avec Laurent Massy, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur vous et votre parcours. Nous avons parlé de Elections Cameroun. Le directeur général adjoint Abdoul Karimou, il a écrit cet ouvrage, La pratique des élections au Cameroun, 92-2007. Un ouvrage assez bien fait sur la pratique des élections au Cameroun. Tenez, on parlait de Jean-Marie Atambara, voici son livre, Lettre d'ailleurs, dévoilement préliminaire d'une prise de l'épervier du Cameroun. Magnifique livre qui est sorti il y a quelques années et je rappelle ça fait 10 ans qu'il est détenu à la prison centrale de Kondengui. Et enfin, ce livre, il est de François Josse, La méchanceté en acte à l'ère du numérique. Cet ouvrage, je l'ai apporté par rapport à l'actualité. Depuis l'émission, la fameuse émission 100% présidentielle à la CRTV, il y a une déferlante de méchanceté sur non seulement la CRTV, mais également sur des collègues. Vous savez, à l'ère du numérique, Facebook a libéré un peu la bête, l'animal qui sommeille chez un certain nombre d'individus. Et c'est une... L'animal qui est sobre, qui n'a rien à faire, sinon on doit travailler. Voilà. Donc, c'est un hommage que je voudrais rendre à notre confrère Aimé Robert Bina, qui est traumatisé par des gestes de méchanceté et des textes assez fielleux dans les réseaux sociaux. Évidemment, également à notre ami Cathy Toulou. Elanga. Que je connais malheureusement pas. Oui, vous aurez le temps de la connaître. Je vous conseille de l'appeler quand même. Non, je ne connais pas. Est-ce que j'appelle toute la République? Oui, mais elle quand même. J'appelle quelqu'un, toi, je peux t'appeler. Oui. Même toi, avec qui on a des entretiens, je t'ai appelé combien de fois par an? Maximum une fois. Oui. Et c'est lui que je ne connais pas. Allô, qui est là à la... Non. Oui. Non. Et puis, elle doit animer des émissions que je ne suis pas peut-être. Oui. Parce que sinon, je connais quand même le personnel de la CRTV, ancien ou nouveau. Mais elle, ça ne me dit absolument rien. Elle travaille chez nous avant d'aller à la CRTV. On m'a dit ça. Oui, oui. Bien. Mais ça veut dire que quand je venais ici, elle ne venait pas. Elle était à Douala en fait, oui. Mais à Douala aussi, Joli Koum m'avait invité. Oui. Plusieurs fois. Oui, ça date quand même, Joli Koum. Le canal 2. Alors, la grande interview, c'est terminé. Traditionnellement, nous remettons, vous le savez déjà, un petit cadeau à ceux qui acceptent de venir nous voir. Voici le vôtre que je vous remets avec plaisir. C'est le deuxième. Vous aviez eu le premier. Donc, non, vous ne l'avez pas donné. Ben si. Détournement de tasses. Merci Gaga Amanadi d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, bonne chance pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Nous aurons encore l'occasion de vous recevoir ici si vous acceptez notre invitation pour revenir sur votre projet de société. Et je vous remercie de la clarté, de la transparence de l'émission. Merci. Vous voyez, je suis simple et je réponds à tout. Mais quand tu es en train de suspecter, tu regardes si il n'y a pas un piège par ici, tu te demandes même si tu peux même produire ce que ton intellect te permet de sécréter. Ici, je te remercie toi aussi. Merci. Alors, il est venu, il a parlé, a-t-il convaincu? À vous d'en juger. C'était la grande interview. Bonsoir.